Bonjour à tous. Aujourd'hui, en secondaire 3, nous allons passer au travers de la présentation sur le sang. Ça représente le contenu, l'information que vous allez avoir à remplir aux pages 84 à 86 de l'essentiel. Donc, assurez-vous d'être bien au fait qu'il va y avoir un mini-test, évidemment, sur l'ensemble de la matière qu'on va voir aujourd'hui. Depuis le début, on se trouve être dans le chapitre sur la nutrition. Il faut comprendre que tous les nutriments qu'on se trouve à absorber, c'est pour nourrir nos cellules. Maintenant, les nutriments vont se trouver à rentrer à travers notre tube digestif. En fait, c'est nos aliments qui vont s'en aller dans notre tube digestif, puis après ça, ils vont être absorbés. Les nutriments, quand ils vont avoir été décomposés, ces nutriments-là vont être absorbés dans le tube digestif pour se ramasser dans le sang. Même chose se passe au niveau de l'oxygène. Au niveau de l'oxygène, on a vu que dans le système respiratoire, au travers des alvéoles pulmonaires, l'oxygène va se trouver à passer au travers pour se ramasser dans le sang. On sait que c'est la combinaison maintenant des nutriments et de l'oxygène qui va nous permettre les transformations chimiques nécessaires pour nourrir nos cellules. Donc, maintenant, on est rendu à regarder qu'est-ce qui va se passer dans le sang. Maintenant que nous savons que les nutriments et que l'oxygène va se ramasser dans le sang pour se rendre aux cellules et que, du même coup, quand il va être transformé, pour avoir une réaction, il va y avoir des réactions chimiques qui vont permettre l'assimilation de cette énergie-là, en fait, qui va se ramasser dans nos cellules. Les cellules aussi vont produire des déchets qui vont retourner, eux autres aussi, dans le sang. Donc, maintenant, ce sang-là, ça se trouve être le seul tissu liquide de notre organisme. On sait que la majorité de tous nos tissus, en fait, à part du sang, se trouvent être des tissus solides. Le sang, lui, il est rouge puis il est visqueux. On y touche, là, il est un petit peu, comme on dirait, huileux, en fait. Puis, dans le cas des hommes, les hommes, on parle d'une quantité de sang qui varie entre 5 et 6 litres, une femme, 4 à 5 litres. Évidemment, c'est à cause du gabarit. Ça veut dire que les hommes sont généralement plus gros et plus grands que les femmes. Donc, on peut voir que les quantités de sang correspondent au gabarit des personnes qui se trouvent à le posséder. Suite à ça, on dit que le sang, il va sembler homogène. Parce qu'on le regarde, puis il est tout rouge. Mais, en fait, si on le regarde au microscope, on va se rendre compte que c'est un mélange de type colloïdal. Colloïdal, rappelez-vous, là, c'est qu'à partir du moment où je le regarde avec mes yeux, je me rends compte qu'il est rouge. Je vois pas qu'il se trouve à y avoir des particules différentes à l'intérieur. Mais, à partir du moment où je vais le mettre sous un microscope, je vais me rendre compte que le sang, je vais me rendre compte que le sang, ça se trouve à être une composition de plusieurs particules. Maintenant, on parle des cellules du sang qui vont être appelées des éléments figurés. Si vous regardez dans ma petite éprouvette de droite, on se rend compte que les éléments figurés vont se ramasser dans la partie du bas, dans la partie rouge. Le liquide, c'est un plasma, puis le plasma, si vous regardez, il est jaune, puis effectivement, c'est jaune. On va retrouver le plasma sanguin comme étant un liquide jaune. Quand on fait la décomposition, là, à ce moment-là, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs éléments figurés, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Si je reprends ma petite éprouvette de tantôt, je regarde la composition du sang, comment elle va se répartir, on va avoir la partie élément liquide qui se trouve avec le plasma. Le plasma, ça représente 55% du volume sanguin. Alors que les éléments figurés, qu'est-ce qu'on voyait dans le rouge, dans le bas de mon éprouvette, ça représente 45% du volume sanguin. Le plasma, maintenant, si je le prends en tant que tel, juste la partie jaune, 90% de sa composition, c'est de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir à part de ça à l'intérieur? Il va y avoir des nutriments, il va y avoir des hormones, des anticorps et des déchets. Donc, à quoi va servir maintenant le plasma? Il va nous servir à transporter les nutriments vers les cellules. Il va nous servir aussi à ramener les déchets de l'activité cellulaire, c'est-à-dire quand il va y avoir eu des réactions cellulaires, là, il faut qu'il les ramène aux organes excréteurs pour s'en débarrasser. Puis aussi, il va transporter les hormones puis les anticorps. Donc, des éléments qui vont nous permettre d'avoir des réactions particulières pendant des phases de notre vie. Donc, on va regarder ça. Aussi,
bon, il faut regarder la partie des éléments figurés. Fait que donc, je reviens toujours à ma petite éprouvette. Dans ma petite éprouvette, la partie rouge, qui était la composition des éléments figurés, ben, ça représentait 45% du volume sanguin. Maintenant, de quoi est composé ce 45%-là? Ben, de 3 parties, de 3 éléments figurés. La première, ça se trouve être les globules rouges. Les globules rouges qui se trouvent avoir, c'est des petits disques avec des encavures qui permettent le transport de l'oxygène grâce à cette partie-là. Puis grâce à une protéine qu'on appelle l'hémoglobine. Fait que donc, il est capable d'amener l'oxygène vers les cellules, mais il est aussi capable de ramener le CO2 vers les organes excréteurs. Fait que donc, un autre élément qui va nous permettre d'identifier les globules rouges. Les petites encavures, le fait que c'est circulaire comme un beigne, pas perforé comme le beigne par contre, mais à l'intérieur de ces cavités-là, il va transporter notre oxygène. Ensuite, deuxième élément figuré qu'on va avoir, ça va être nos globules blancs. Nos globules blancs qui vont nous permettre de nous défendre contre les intrus qui vont arriver dans notre corps. Fait que donc, il va travailler avec faire partie intégrante du système immunitaire pour défendre notre organisme. Puis finalement, la dernière partie, ce sont les plaquettes sanguines. Quand on se blesse, là, puis qu'on se trouve à former des gales, ben, on se trouve à faire de la coagulation sanguine grâce à ces plaquettes sanguines-là. Maintenant, je vais vous introduire aux différents groupes sanguins. On dit qu'à partir du moment où on peut avoir des transfusions sanguines, ça veut dire que quelqu'un peut nous donner du sang, ben c'est pas n'importe quel sang qui peut rentrer dans notre organisme. Fait que donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la membrane externe des globules rouges, ben il va y avoir différentes substances. On appelle ça les substances A, les substances B, puis le facteur Rhésus. Fait que c'est 3 substances qui pourraient faire partie de votre groupe sanguin. Maintenant, si on regarde ça, là, il se trouve à y avoir 8 différents groupes sanguins. Du A+, A-, du B+, B-, AB+, AB-, et finalement O+, A-. On va voir dans quelques instants ces différents groupes sanguins-là, un peu plus en détail. Mais là, pour le moment, c'est juste de se rappeler que on va avoir 3 substances qui vont faire partie de la membrane des globules rouges, soit la substance A, B et le facteur Rhésus, ce qu'on appelle le RH. Et qu'on se trouve à avoir aussi une combinaison de ces différents 3 éléments-là va former les différents groupes sanguins. Maintenant, il se trouve à y avoir des règles à suivre pour être sûr qu'il se trouve à y avoir une transfusion sanguine qui soit une transfusion qui soit compatible puis qui fasse en sorte que on puisse sauver des vies. Fait que donc, dans un premier temps, il faut comprendre c'est quoi une transfusion sanguine. Une transfusion sanguine, c'est l'injection d'une certaine quantité de sang d'une personne à une autre. Fait que pour qu'il y ait une transfusion sanguine, il faut qu'il y ait, dans un premier temps, un donneur de sang. Fait que ça va être la personne qui va donner de son sang en vue de la transfusion. Fait que donc, quand vous allez dans des cliniques de sang où ce qu'on va donner du sang, ben on se trouve à chercher des donneurs qui vont être des personnes qui vont donner de leur sang pour les personnes qui vont se faire opérer, les personnes qui vont avoir des accidents. Et ensuite, ben vous avez le receveur qui va être celui ou celle qui va recevoir du sang lors de la transfusion. Fait que la personne qui a été accidentée, qui a perdu beaucoup de son sang, on va vouloir lui donner du sang. Ce sang va provenir d'un donneur et lui va s'appeler le receveur. Fait que donc, il y a une règle très importante à suivre. Je vous avais mentionné comme quoi qu'il y avait 8 différents groupes sanguins. Ben, la règle, c'est que la membrane des globules rouges du donneur ne doit pas porter de substances différentes à celle du receveur. Fait que donc, si je veux aller un petit peu plus loin là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire? On va retourner à notre acétate précédente pour être capable de bien saisir le sens de ce que je viens de dire. Bon, ici, on voit à nouveau les composantes de chacun des groupes sanguins. On se rend compte que dans certains cas, je prends le premier par exemple, on dit que dans le groupe sanguin
A+, qu'est-ce que je me trouve à avoir? Je me trouve à avoir la substance A et le facteur rhésus. Maintenant, j'en ai pas de substance B dans mon sang. On a dit qu'il faut surtout pas introduire une substance qui n'est pas dans notre groupe sanguin. Fait que donc, si je regarde le tableau, je sais tout de suite que les groupes sanguins qui ne seront pas compatibles avec le groupe A+, ben, on va avoir le B+, on va avoir le B-, on va avoir le AB+, et le AB-. Tous ces groupes sanguins-là ne sont pas compatibles. Fait que donc, qu'est-ce qui me reste comme groupe compatible au groupe A? Ben, j'ai ici le A+, et les deux groupes O. Fait que vous comprenez? L'importance, c'est de s'assurer que jamais on introduit une substance qui n'est pas compatible, qui n'est pas déjà présente dans notre sang. Maintenant, un second exemple, si je prends le B+, maintenant, et que je me dis, qu'est-ce qu'il y a dans du B+? Ah, non, on efface ça. On va prendre le B- parce qu'il va avoir une seule substance dans son sang. Fait que donc, je prends le B- et je me rends compte que la seule substance qui est présente dans le sang, c'est la substance B. Il n'y a pas de substance A. Donc, si vous regardez, toutes les substances A ne peuvent pas être transfusées à quelqu'un du groupe sanguin B-. Maintenant, je regarde, le facteur rhésus n'est pas non plus présent dans son sang. Fait que donc, ça veut dire que je peux pas mettre le A, je peux pas mettre le B+, je peux pas mettre le AB+, et je peux pas mettre le O+. Fait que donc, quels sont les groupes sanguins qui vont être compatibles maintenant avec le B-? Ben, vous vous rendez compte que A+, il n'est pas compatible pour deux raisons. A-, il n'est pas compatible parce qu'il y a de la substance A qui n'est pas présente dans le sang du B-. Le B+, il y a du rhésus qu'on ne veut pas avoir dans notre sang. Le AB+, se trouve à avoir les deux substances qu'on ne voudrait pas avoir. Le AB-, lui, se trouve à avoir la substance A qui ne peut pas être présente. Et finalement, le O+, ne peut pas être transfusé à une personne du B- parce qu'elle possède du rhésus. Fait que la seule substance qui se trouve être compatible avec le B-, ça se trouve être O-, qui pourrait être transfusé à une personne du groupe B-. Maintenant, je vous donne un petit moyen d'essayer de se rappeler de tout ça sans avoir de difficultés. Hein? Si vous n'avez pas saisi clairement comment savoir qu'est-ce qui est compatible avec qui, ben, dites-vous que les flèches qui sont présentes dans le tableau, dans ce tableau-là, ben, les flèches m'indiquent le donneur vers le receveur. Fait que donc, ça veut dire que le donneur vers le receveur. Fait que donc, si vous regardez ça, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'une personne du groupe O peut donner à quelqu'un du groupe A. Ça me dit qu'une personne du groupe A peut donner à une personne du groupe B. Qu'une personne du groupe O peut donner à du AB. Qu'une personne du groupe O peut donner à du B. Qu'une personne du groupe B peut donner à du A. Peu. Je dis bien peu. Maintenant, si je sais cette première partie de l'information, ce qui me manque maintenant, c'est de savoir est-ce que c'est positif ou négatif. Fait que donc, comment que je vais l'identifier? Ben, si je prends du négatif et que je viens le superposer à mon positif, le négatif se retrouve à faire partie intégrante du plus. Donc, c'est compatible. Maintenant, l'inverse n'est pas vrai.
si vous regardez, si je prends le positif puis je viens glisser en dessous du négatif, il y a une partie ici qui se trouve à apparaître. Donc, il n'est pas compatible. OK? Fait que ça, c'est la partie qui peut vous aider à ce moment-là à essayer de résoudre les différentes énigmes qui sont en lien avec les groupes sanguins. Bon, maintenant, je vais vous donner quelques petites définitions en lien avec ce qu'on vient de voir. Quand on parle de compatibilité sanguine, c'est le fait qu'une personne puisse recevoir du sang d'une autre personne. Donc, par le fait même qu'une personne peut donner du sang à une autre personne. Fait que donc, ce qu'on pourrait dire, si on utilise les bons termes, on va dire qu'un donneur est capable de donner, est compatible avec un receveur ou vice-versa. Fait que donc, maintenant, il se trouve à avoir des situations qui sont un petit peu plus particulières si on regarde le tableau qu'on avait vu auparavant. Là, on va donner des définitions, on va revenir au tableau. Fait que donc, un donneur universel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle se trouve être dans le groupe sanguin au moins. Puis au moins, si vous vous rappelez bien, il n'y avait aucune substance. Dans le au moins, il n'y a pas de A, il n'y a pas de B et il n'y a pas de RH. Fait que donc, si au moins se trouve à avoir aucune des substances, ça veut dire qu'il va être compatible avec tous les groupes sanguins. Il va être en mesure de donner de son sang à tout le monde. Fait que c'est un donneur universel. Dans le second cas, on regarde le receveur universel. Lui, à l'inverse, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans son sang, il se trouve à avoir de la substance A, de la substance B et de la substance RH. On a dit que pour qu'il y ait une compatibilité sanguine, le donneur ne peut pas apporter une substance qui n'est pas présente dans le sang du receveur. Maintenant, sachant que le receveur, il se trouve à posséder les 3 substances possibles, ben à ce moment-là, ça veut dire que lui est en mesure de recevoir du sang de n'importe quel groupe sanguin. Fait que donc, comprenez le principe maintenant, il y a une personne qui a aucune substance, donc ça veut dire qu'il va être compatible avec tous les autres groupes sanguins, et il y a une personne qui possède toutes les substances et que lui, n'importe quel donneur va être en mesure de y apporter du sang. Fait que donc, on appelle ça un receveur universel. Fait que donneur universel ne possède aucune substance dans son sang et peut donner à n'importe quel groupe sanguin. Receveur universel, lui, possède toutes les substances et par le fait même peut recevoir du sang de tout le monde. Maintenant, si on regarde les maladies potentielles qui sont reliées avec le sang, une des premières, bien évidemment, c'est l'anémie. L'anémie, qu'est-ce que ça se trouve à être? Ça se trouve à être un manque d'oxygène qui est envoyé aux cellules. Puis pourquoi le manque d'oxygène qui se trouve à y avoir, c'est pas parce qu'on a un problème pulmonaire, c'est parce que il se trouve à avoir soit une insuffisance d'hémoglobine, on se rappelle cette petite protéine, qui se trouve, je m'excuse, cette petite protéine qui nous permet justement de transporter l'oxygène jusqu'aux cellules. Fait que donc, une quantité insuffisante d'hémoglobine dans les globules rouges va faire en sorte qu'il ne sera pas capable de transporter l'oxygène dans le sang puis de l'amener aux cellules. Ou bien, il peut y avoir aussi la possibilité qu'il y aurait un nombre insuffisant de globules rouges dans le sang. Et ça va être, encore une fois, s'il n'y a pas beaucoup de globules rouges, le transport de l'oxygène, il se fait par moins de véhicules, donc ça prend plus de temps pour amener de l'oxygène jusqu'aux cellules et par le fait même, il y a de l'anémie. Fait que donc, là-dessus, ça complète la capsule sur le sang. Fait que je vous invite fortement à vous préparer adéquatement pour le mini-test en faisant vos pages 84 à 86 du cahier L'Essentiel 3. Fait que là-dessus, bonne fin de journée.